Et rebonjour. Rebonjour à tous. Bonsoir. Bonne nuit. Bon crépuscule. Bonne aurore. Bon midi. Bonne fin de journée. Bon, on va arrêter ça. Si vous êtes sur cette vidéo, j'espère que vous avez vu la première vidéo. Ou alors que vous êtes déjà un initié. Parce que la première vidéo, elle était vachement importante pour ceux qui ne sont pas familiers avec les fléchettes. La première vidéo, qui est en réalité qui a été tournée il y a à peu près 5 minutes. La première vidéo, elle explique déjà en quoi ça consiste les fléchettes, comment on joue aux fléchettes, comment on compte les points aux fléchettes et comment on gagne un match aux fléchettes. Il y a quelques images de 2-3 matchs qui ont eu lieu ces dernières années pour aider un peu à illustrer mon propos. J'ai pas encore du coup les retours peut-être de gens qui ont vu la vidéo et qui ont posé des questions. Donc ça viendra peut-être un petit peu plus tard dans la semaine. Mais maintenant on est parti pour la chose la plus importante de la journée quand on est sur le live. Et donc la chose, on rentre vraiment dans les choses sérieuses. On arrive devant cet énorme tableau des championnats du monde de fléchettes. Les championnats du monde de fléchettes, c'est quoi? C'est la plus grande compétition de l'année. Et pourtant, elle se dispute, elle couronne le champion de l'année à venir. C'est-à-dire que les championnats du monde vont commencer le 15 décembre, donc le dimanche 15 décembre 2024, et ils vont se terminer le 3 janvier 2025. Le vendredi 3 janvier 2025. Et pendant 3 semaines, période de Noël, les 96 meilleurs joueurs du monde, alors globalement c'est un peu pas vrai, mais c'est quand même vrai, parce qu'il y a des qualifiés du monde entier, et c'est pas forcément les 96 meilleurs joueurs du monde, c'est les 96 qualifiés pour les championnats du monde, et donc pour concourir en vue de décrocher la couronne suprême de champion du monde. Et je disais dans la première vidéo, pour ceux qui l'ont vu, ou tout à l'heure sur le live, je disais qu'il n'y a pas eu grand monde qui a été champion du monde dans l'histoire. Déjà parce qu'il y avait une organisation avant celle qui existe maintenant, donc avant les années 90, il y avait une autre organisation qui était un peu moins prestigieuse parce que les fléchettes étaient un peu moins développées, mais après la PDC, donc la Professional Darts Corporation, l'organisation professionnelle des fléchettes, a pris les rênes et a un petit peu développé ce sport pour en faire un petit peu le divertissement qu'il est devenu aujourd'hui auprès surtout des pays du Commonwealth, donc le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, les États-Unis aussi quelquefois, mais surtout les pays aussi en Europe du Nord et de l'Est, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. C'est essentiellement les pays où on joue le plus aux fléchettes. Et le Royaume-Uni ne compte pas l'Irlande, donc on va inclure l'Irlande aussi. Et ils ont donc développé les fléchettes jusqu'à en faire ce que c'est aujourd'hui. Et donc depuis 93, il n'y a pas énormément de gens qui sont devenus champions du monde de fléchettes. Surtout parce qu'il y a un homme, une légende, Phil Taylor, qui l'a gagné 16 fois. Donc déjà, pendant 16 années, il y a un mec qui a pris, il venait tous les ans, il repartait avec le trophée, il revenait l'année d'après. Ensuite, il y en a quelques-uns qui l'ont gagné plusieurs fois. Donc, il y a Michael Van Gerwen qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans ce tableau. Il y a Gary Anderson, il y a Peter Wright. Voilà, il y a des mecs qui l'ont gagné plusieurs fois. Il y a Raymond Van Barneveld qu'on va retrouver aussi très rapidement dans ce tableau, puisqu'il est tout en haut, quasiment tout en haut, puisque tout en haut, il y a le numéro 1 mondial, le tenant du titre, Luke Humphries. Donc 96 joueurs qui vont concourir à l'Alexandra Palace. Je vais essayer de vous trouver l'Alexandra Palace. Alexandra Palace. Non merci. Alexandra Palace Darts. Juste pour vous montrer un peu l'ampleur de ce décor. Regardez-moi ça. Alors ça c'était à l'époque où il y avait un autre sponsor. C'était à l'époque... on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour l'avoir en plus grande. C'était à l'époque de William Hill qui était, je pense, le sponsor le plus mythique, le plus emblématique des championnats du monde de fléchettes, avec ce décor bleu qui était absolument
grandiose. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert les fléchettes. Aujourd'hui, il est vert. Il a changé plusieurs fois de décor. Il y a eu Kazoo entre-temps, qui est donc, je crois qu'il y a une entreprise de location de voitures, qui a pris aussi le sponsoring. Alors William Hill, je crois que c'est une marque un petit peu de paris sportifs, poker, etc. Donc on va pas trop leur faire de pub, même si en France on peut pas jouer dessus, donc à la limite on s'en fout. Là, le sponsor actuel, c'est Paddy Power. Et Paddy Power, pareil, c'est un bookmaker, un site de paris sportifs. Puisque oui, les fléchettes dans les pays où les fléchettes sont le plus présent, les fléchettes, c'est surtout regardé par des gens qui veulent parier dessus. C'est un petit peu comme quand vous allez à l'hippodrome et que vous regardez les chevaux. L'essentiel, c'est pas de regarder la course de chevaux, c'est de savoir si vous allez rentrer le quintet. Ben là, c'est un peu la même chose quand vous allez aux fléchettes. Et vous pouvez après pronostiquer tout et n'importe quoi, dire il y aura tant de 180 dans le match, il y aura tant de... Bon, enfin bref, on va passer le temps là-dessus. Je rappelle que les paris sportifs, c'est de la merde et que dès que vous rentrez dedans, c'est dur d'en sortir. La petite parenthèse est fermée. Mais je profite que les fléchettes ne soient pas un sport où on peut parier en France, légalement du moins, pour justement faire mes pronostics, pour après voir tout au long du tournoi, puisque voilà, je reprécise pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, que je vais commenter tout ce que je pourrais commenter des championnats du monde de fléchettes. Et on va essayer de vivre ensemble donc ces 2-3 semaines un petit peu incroyables et qui vont être hyper importantes pour la suite de la saison. Donc ça vient à la fin de la saison et en même temps ça vient au début de la saison. C'est ça qui est assez incroyable avec ces championnats du monde, c'est qu'on termine l'année dessus mais on commence l'année dessus. C'est un petit peu particulier, il n'y a pas ça. Dans les autres sports, il n'y a pas ça. La finale de la Ligue des Champions, c'est la finale de la Ligue des Champions. Un grand chelem au tennis, il commence soit en fin d'année, soit en début d'année. Mais là, pour le coup, on finit l'année pour la majorité des joueurs et on la commence pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Et on peut la commencer de la meilleure des manières pour celui qui va jusqu'au bout. L'an dernier, le tenant du titre, c'est Monsieur Luke Humphries, qui est tout en haut du tableau. Pourquoi tout en haut du tableau ? Parce qu'il est numéro 1 mondial. Alors, on va rentrer dans une explication de pourquoi il est numéro 1 mondial. Aux fléchettes, c'est un peu comme au tennis, on a un classement. Un classement qui va déterminer beaucoup de choses, qui va déterminer notamment si vous allez être parmi les plus grandes têtes de série pour les tournois qui vont arriver dans l'année, qui va déterminer aussi si vous allez affronter les meilleurs joueurs d'entrée ou pas, même s'il y a beaucoup de classements aux fléchettes, il y a d'autres classements, il y a un classement général et après il y a plein de petits classements, ça sera pas pour aujourd'hui. Et au tennis, donc le classement ATP ou le classement WTA, si vous êtes un homme ou une femme, il se joue sur un an, donc sur un an glissant, c'est-à-dire que le classement au 28 novembre 2024 retrace tous les résultats depuis le 28 novembre 2023. Même s'il y a l'intersaison entre les deux et qu'il n'y a pas de tournoi. Bref. Et donc, après, vous avez différentes catégories de tournois au tennis. Vous avez les grands chelems qui rapportent 2000 points à celui qui gagne, les Master 1000 points, les 500 points, les 250 points. Les challengers, on passe, on s'en fout. Aux fléchettes, c'est un petit peu la même chose. Aux fléchettes, on a un classement glissant et c'est en fonction des résultats que vous avez eus depuis donc le début de la période qui est calculé. Sauf que c'est pas des points en fonction des tournois que vous avez remportés, c'est de l'argent. Ce qui va déterminer que vous êtes premier mondial, c'est l'argent que vous avez amassé sur tous les tournois. Évidemment, plus vous avez gagné des tournois prestigieux, plus vous avez gagné d'argent sur ce tournoi. Par exemple, l'an dernier, le champion du monde des fléchettes, donc le vainqueur en janvier 2024, il a gagné 500 000 livres. Et étant donné qu'il n'y a quasiment aucun tournoi qui donne plus de 100 000 livres au vainqueur, c'est très difficile de ne pas être numéro 1 mondial quand vous gagnez les championnats du monde. Sauf que aux fléchettes, on ne calcule pas le classement glissant sur un an, on le calcule sur 2 ans. Donc, là, la période de calcul du classement aux fléchettes par rapport à l'argent amassé sur les tournois, elle part pas du 28 novembre 2023,
2023, elle part du 28 novembre 2022. Donc elle inclut toujours le vainqueur des championnats du monde 2023. À savoir Michael Smith. Et on va le voir, Michael Smith, il est toujours numéro 2 mondial alors qu'il a fait une saison 2024 largement en dessous de ça. Voilà, c'est vraiment pas sa meilleure saison. Soyons très francs. Et pourtant, Michael Smith, il va être tête de série 2, ce qui veut dire qu'il sera... Donc là, on a Luke Humphries tout en haut, on a Michael Smith. Alors bon, aux fléchettes, ils ont une manière particulière de faire les tableaux. Mais Michael Smith, il va être au tout début, donc tout en haut de la deuxième partie de tableau. C'est-à-dire qu'il pourra affronter Luke Humphries qu'en finale. Pas avant. Donc j'ai dit 96 joueurs. 96 joueurs, on va pas commencer au 48e de finale. Ça n'existe pas les 48e de finale. On fait pas 96, 48, 24, 12, 6, 3 et un vainqueur à la fin. Ils peuvent pas jouer 1 contre 1 contre 1. C'est pas possible. Donc, sur les 96 joueurs, les 32 premiers joueurs du classement sont automatiquement qualifiés pour les 32e de finale, à savoir pour le deuxième tour. Donc ces 32 participants, c'est pour ça qu'on a des noms qui sont déjà autour d'eux. C'est les 32 meilleurs joueurs du monde, qui sont automatiquement qualifiés, qui n'ont pas à passer par un premier tour. Par contre, si vous ne faites pas partie de ces 32 premiers, vous êtes obligatoirement dans le premier tour, c'est-à-dire les 64e de finale. Les qualifiés du 64e de finale affronteront les 32 têtes de série. Donc une des 32 têtes de série à chaque fois pour chaque joueur. Et à partir des 32e de finale, tout le monde joue. Et après, donc, on passe des 32e au 16e, 8e, quart, demi-finale. Comme un tournoi classique. Pour le premier tour, je vous renvoie à la première vidéo. Il faudra gagner en remportant 3 sets. Avec à l'intérieur 3 legs à gagner aussi. Donc BO5, BO5. Et c'est sur ça qu'on va se baser pour commencer notre tableau. Je ne vais pas vous expliquer forcément toutes les forces en présence. Je vais juste vous expliquer qui je vois gagner à chaque fois. Et après, si vraiment on rentre dans les derniers tours, là je vais peut-être un peu plus expliquer pourquoi je fais ce choix ou pas. Premier tour, et on commence par le tout premier match de ces championnats du monde qui aura lieu le 15 décembre, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 18h30. On commence par Cocorico, le français Thibaut Tricol qui affronte Djokomito, qualifié philippin. Thibaut Tricol, si je dis pas de bêtises, il est breton. On va aller vérifier ça tout de suite, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il est né à Auray dans le Morbihan, donc effectivement, il est breton. Thibaut Tricol, c'est le représentant français des fléchettes. Alors c'était un des représentants français des fléchettes, puisqu'il y avait aussi Jacques Labre, qui avait sa carte sur le circuit professionnel. Le problème, c'est qu'il l'a perdu cette année, et je crois qu'il devra repasser par la Q-School, ou alors il ne souhaite pas la renouveler. Thibaut Tricol, il fait un petit peu parler de lui en ce moment, parce que il affronte des joueurs. Alors là, dernièrement, il a fait un tournoi qui s'appelle le Players Championship Finals. Je vais passer globalement dessus, mais ça regroupe les 64 meilleurs joueurs de l'année, et Thibaut Tricol en faisait partie. Et il a battu un ancien champion du monde au premier tour, avant de perdre au deuxième tour. Mais déjà, de battre le 10e joueur mondial, c'est une énorme perf. Donc on a un Français qui commence à perfer, peut-être que ça fera percer les fléchettes en France, on ne sait pas, d'avoir un représentant national. Le fait est que Thibaut Tricol affronte Djokomito, qualifié philippin qui n'a pas de grande référence sur le circuit. Ça ne va pas pour autant être un match facile, c'est ce qu'on va voir un peu tout au long du tournoi, c'est que les matchs aux fléchettes, ils sont pas forcément évidents. Ils sont pas forcément évidents à pronostiquer parce que très souvent le niveau est assez homogène. Et sur ce tournoi particulièrement, je suis assez excité parce que il n'y a pas vraiment de gens qui se détachent. Peu importe le stade de la compétition, il n'y a pas grand monde qui va se détacher. On va dire quand même que Thibaut Tricol, voilà. Je vais pas pronostiquer le score exact des matchs, je vais pas m'infliger ça, sinon la vidéo va durer 10 ans et j'ai pas envie de réfléchir sur ça. Je pense que Thibaut Tricol va battre Djokomito 3-1, 3-0, 3-2, on s'en fout. Je pense qu'il va gagner
Après, pour autant, ça va pas être un match facile pour lui. Et s'il perd, on va pas dire... voilà. Deuxième match de cette première partie de tableau. C'est peut-être pas un match du premier jour parce que tous les matchs ne seront pas forcément dans l'ordre. D'ailleurs, Luke Humphries jouera le premier soir puisque le tenant du titre joue tout le temps le premier soir. Donc Luke Humphries sera en clôture le 15 décembre prochain. Donc ce qui veut dire que le vainqueur du match entre Joe Comito et Thibaut Tricol devra jouer 2 fois. Voilà. Deuxième match, Nick Kenny qui est, il me semble, gallois face à Stowy Bones, américain. Je vais pas m'étaler une nouvelle fois sur ce match, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Nick Kenny, il a pas énormément de références, ça fait quelques temps qu'on le voit plus. Stowy Bones, il fait ses petites classes sur le circuit secondaire. Il a pas 12 ans, hein. Il fait ses classes mais il a 40 ans. Je le vois pour autant passer Stowy Bones, donc on va dire Stowy Bones. Oh putain. Ah, c'est le Watty match. Ah, le Watty match. Germain Wattimena, Stéphane Belmont. Stéphane Belmont, qualifié suisse, qualifié des sorties des qualifications européennes. Il y a eu un énorme tournoi avec plusieurs Européens, avec je crois 4 qualifiés au bout, et Stéphane Belmont en faisait partie. Face à lui, Germain Wattimena, un grand habitué du circuit, ça fait quelques années qu'il y est. Cette saison, je pense qu'il fait sa meilleure saison de toute sa carrière. Le mec est complètement en pleine bourre. Il perd en finale des championnats d'Europe face à Richie Edhouse après un match. Bon, il s'est fait ouvrir, mais déjà d'arriver en finale des championnats d'Europe qui regroupe aussi les meilleurs joueurs de la planète, c'est assez énorme. Stéphane Belmont, très peu d'expérience, même si ça a l'air d'être un bon joueur par rapport aux qualifications européennes. Premier match sur une grande scène, je le vois pas aller titiller Germain Wattimena qui, comme je l'ai dit en plus, fait la meilleure saison de sa carrière, ça c'est incontestable. Et il est actuellement en pleine bourre, donc on va partir très rapidement sur Germain Wattimena. Wesley Plaisir face à Ryusei Azemoto. Pareil, je vais pas m'étaler 10 ans sur ce match. Ryusei Azemoto qui fait ses classes un peu sur le circuit japonais. Le Japon qui est un grand pays de fléchettes aussi. Mais Wesley Plaisir, c'est quelqu'un qui va percer. Il va peut-être trouver le tableau à un moment donné sur ces championnats du monde. Je vais pas spoiler. Mais Wesley Plaisir, je pense qu'il va taper Ryusei Azemoto assez facilement. Pareil, je vais pas dire de score. Mais Wesley Plaisir, c'est quelqu'un qui a gagné quelques tournois cette année. Et très franchement, c'est quelqu'un qui va très certainement faire mal un petit peu tout au long de ce tableau. Alan Soutar, un grand habitué des championnats du monde. Le Souts avec son traditionnel pantalon écossais à carreaux. Face à Kai Gothard. Kai Gothard qualifié, pareil, je crois qualifié comme Stéphane Belmont aux qualifications européennes. Là, je pense que l'expérience va parler. Attention à ce Kai Gothard qui m'a l'air d'être un très bon joueur. La surprise est peut-être de rigueur ici, mais on va jouer la sécurité avec Alan Soutar. Madars Razma, Christian Kist. Madars Razma, le laiton. Christian Kist, le hollandais. Kist, c'est celui qui s'est fait défoncer par Luke Littler au premier tour des championnats du monde l'an dernier. Et comme on connaissait pas Littler à ce moment-là, enfin, pas on le connaissait pas, mais on était en mode, bon, c'est un petit de 16 ans, il va peut-être pas aller loin dans le tournoi. Mais de le voir se faire ouvrir par Luke Littler, franchement, je pense que ça lui a mis une petite dose d'humilité à Christian Kist. Bon, là, en l'occurrence, il tombe sur Madars Razma, qui est 40e mondial, qui est pas tête de série, mais pour pas grand-chose. Alors, Madars Razma, pas le plus agréable à regarder jouer. Autant là, bon, je pense que ça va être pour lui. D'ailleurs, deuxième tour assez sympathique. Connor Scott, Ben Robb. Ben Robb qualifié néo-zélandais. Connor Scott, il s'est qualifié comment Connor Scott? Au classement, je pense. Ouais, 56e mondial. Connor Scott, anglais. Connor Scott qui est en train de percer. Connor Scott qui est en train de monter très très fort. Qui était sur la Modus League il n'y a pas si longtemps. Qui avait gagné la Modus League, je crois, il n'y a pas si longtemps. Là, il est en train de faire ses preuves sur le circuit. Il perd, si je dis pas de bêtises, sur les Players Championship Finals, il perd sur Van Duivenbode 19 en quart. Je le vois bien continuer sur sa lancée. Attention, Ben Robb, c'est pas parce qu'il est néo-zélandais qu'il est forcément bidon. Ça va être un match qui va pas être facile pour Connor Scott d'entrée, surtout qu'il aura la pression, je pense, d'être favori dans ce match.
Pour autant, bon, là si la logique est respectée et que Connor Scott joue son jeu, je ne le vois pas trop titiller Ben Robb. Luke Woodhouse, Laurent Silagan. Là, on arrive typiquement dans un match-up assez compliqué. Assez compliqué parce que Luke Woodhouse a été ultra régulier cette saison. D'ailleurs, il finit 41e mondial, me semble-t-il. Luke Woodhouse, Luc Maison en Bois, c'est un joueur qui est assez agréable à regarder jouer. Il a un lancer qui est assez fluide. Mais Laurent Silagan face à lui, ça peut être typiquement le genre... Alors Laurent Silagan, philippin, lui aussi, qualifié philippin. Beaucoup de philippins, je crois qu'il y en a 4 dans le tableau en tout. On a vu tout à l'heure Joko Mito, là maintenant il y a Laurent Silagan. Laurent Silagan, c'est le genre de mec qui joue les championnats du monde tous les ans et qui a quand même un niveau pas dégueu, qui est capable de passer un ou deux tours. Pour autant, si la logique est respectée, encore une fois, on va pas prendre de risques sur ce premier tour ici. On va jouer Maison en Bois. Voilà. On va dire que c'est Maison en Bois qui va passer. Luke Woodhouse qui aura... Pour ça par contre c'est un deuxième tour. On reviendra après sur les deuxièmes tours de toute façon. Ryan Michael face à Fallon Sherrock. Et je disais dans la première vidéo, je disais que n'importe qui peut jouer contre n'importe qui, que vous soyez de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quel genre, ou même transgenre. Voilà. Là en l'occurrence, Fallon Sherrock, alors je sais pas s'ils sont mariés, mais il y a son compagnon un peu plus loin dans le tableau, on le verra juste après. Fallon Sherrock, c'est donc une madame qui s'est qualifiée en passant par les qualifs féminines. Fallon Sherrock, c'est une très très bonne joueuse. Face à elle, Ryan Michael. Ryan Michael qui a pas une expérience de fou furieux. Ryan Michael qui est, je crois, gaucher, si je dis pas de bêtises. Mais Ryan Michael, il a surtout un cruel manque d'expérience. Et Ryan Michael, même s'il joue bien ces dernières semaines, je pense que d'avoir toute la pression des médias, d'affronter Fallon Sherrock, qui est quand même une énorme figure des fléchettes, puisque c'était devenu la première femme à remporter un match au championnat du monde, je pense que Ryan Michael, il y a moyen que ça fasse trop pour lui et que son cerveau freeze. Et c'est pour ça que je vais partir sur le duel que quasiment tous les médias attendent entre Fallon Sherrock et Luke Littler. Parce que de 1, je pense que ça va arriver. De 2, j'ai envie que ça se passe. Ian White, le revenant. Ian White qui a battu au Players Championship Finals au premier tour Michael Van Gerwen. Légende absolue. Ian White, on n'en a pas trop entendu parler cette année, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas fait beaucoup de tournois. Il est un peu sur la fin, ça sent un peu la fin pour Ian White. Pour autant, face à Sandro Eric Sosing, qui n'est pas le mec le plus connu du circuit, qualifié indonésien, si je dis pas de bêtises. Là c'est même plus à l'expérience. Il y a un monde d'écart entre les deux. Je ne sais pas le niveau de ce Sandro Eric Sosing. Je vous avoue que je ne me suis pas plus renseigné sur lui parce que je vais pas faire tout le tournoi sur lui. Là en l'occurrence on va mettre l'expérience. On va partir sur Ian White, Diamond Ian White, qui affrontera certainement au deuxième tour Richie Edhouse, dont on parlera après. Là c'est l'un des plus beaux, enfin on arrive sur 2 des plus beaux premiers tours de ces 64e de finale. Ryan Joyce, Tetris, face à Darius Labanauskas, donc Ryan Joyce l'anglais, face à Darius Labanauskas le lituanien. Duel de 2 mecs qui sont quand même sacrément expérimentés, même si Darius ces derniers temps on le voit plus sur un circuit secondaire. Il est plus trop là, pour la simple et bonne raison qu'il a plus trop le niveau pour être là non plus. Face à lui, Ryan Joyce qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. C'est un peu le cas pour tout le monde. Ryan Joyce, il fait le Grand Slam. Il fait le Grand Chelem, il se qualifie pour le Grand Chelem. Il bat Michael Van Gerwen au pool dans le match décisif. Et je crois qu'il se fait taper en 8ème. Pour autant, voilà, là, je pense que le momentum va parler. Un mec en confiance, Ryan Joyce, on verra. Qui affrontera au deuxième tour Danny Noppert. Enfin, qui affronterait au deuxième tour Danny Noppert. Mensur Suljovic, Matt Campbell.
duel entre un Croate et un Canadien. Un Autrichien et un Canadien. C'est pas souvent. Mensur Suljovic, finaliste de la Coupe du Monde avec l'Autriche, avec son duo Robbie John Rodriguez. Robbie John Rodriguez qui ne s'est pas qualifié pour les championnats du monde puisqu'il a perdu aux dernières qualifications en début de semaine. Mensur Suljovic face à Matt Campbell. Campbell, l'année dernière, je crois qu'il fait 3e ou 4e tour. Je crois qu'il fait 3e ou 4e tour contre Luke Littler. Et il avait super bien joué. Suljovic, c'est un excellent joueur. C'est un très très bon joueur. C'est un mec qu'on a l'habitude de voir sur le circuit. Mais ces derniers temps, c'est vrai qu'on le voit un peu moins. Et quand on le voit, c'est pas aussi performant qu'on l'espère. Il est compliqué ce match. Et je vais quand même sortir. Je vais aller pour la surprise. Je vais sortir Mensur Suljovic. Qualification de Matt Campbell. Ça va pas changer grand chose au Schmilblick. Les deux, je pense, se feront taper par Ryan Searle au second tour. Mais quand même. C'est pas un beau duel. Enfin, c'est pas un mauvais duel, pardon. Ça risque d'être l'un des premiers tours les plus intéressants. Même s'il y en a d'autres. Je vois un petit peu en dessous. Il en reste encore quelques-uns. Scott Williams face à Nico Springer. Nico Springer qualifié allemand. Scott Williams, qu'on est un peu habitué à voir maintenant sur le circuit. Scott Williams, pour la petite histoire, il est demi-finaliste l'an dernier. Il n'y a pas grand monde qui s'en souvient. Parce que c'est pas l'une des attractions majeures du circuit. Mais l'an dernier, il fait des Worlds absolument énormes. Et je crois qu'il sort Michael Van Gerwen en quart de finale pour affronter Luke Humphries en demi-finale. Et évidemment, il prend 6-0. Alors, le monde ne retiendra pas qu'il a pris 6-0. Le monde retiendra qu'il a fait demi-finale des championnats du monde. Ce qui est déjà énormissime. Nico Spring, et en plus, il est en confiance en ce moment. Il joue plutôt pas mal. Il l'a montré ce week-end contre Jan Van Veen. C'était au Players Championship Finals. Pardon. Il a fait un premier match absolument énorme. Et il affronte Nico Springer, qu'on voit un petit peu de temps en temps, mais qui n'est pas encore arrivé au niveau où certains, je pense, l'espèrent. Parce qu'il adore l'Alexandra Palace, parce qu'il sera à la maison et parce qu'il est plutôt en forme, on va partir sur Scott Williams, qui affronterait donc au deuxième tour un ancien champion du monde. Tiens. Ricardo Pietreczko, alias Pikachu, contre Zhong Xiao Chen. Je vais essayer de pas me casser les dents sur ce nom-là. On va aller très vite sur celui-là. Quelqu'un de très inexpérimenté en la personne de Zhong Xiao Chen. Face à lui, qui est issu des qualifications asiatiques. Face à lui, Ricardo Pietreczko, qui est un membre assez important maintenant du top 40, qui s'est largement installé dans le top 40. Et je pensais qu'il allait être tête de série pour ces championnats du monde, mais c'est pas le cas. Voilà, bon, je le vois pas perdre au premier tour. Ricardo Pietreczko, on va aller très très vite parce que je pense que ce match-là, il y a moyen que ce soit une boucherie. Cameron Menzies, on parlait tout à l'heure de Fallon Sherrock. Cameron Menzies, c'est le compagnon de Fallon Sherrock, celle qui affrontera Ryan Michael au premier tour et qu'on a mis gagnante pour l'instant de ce premier tour. Cameron Menzies, Leonard Gates qui est sur le circuit senior aussi. Cameron Menzies qui est en pleine bourre. Cameron Menzies, il fait quoi? Il fait quart de finale du Grand Slam. Il joue absolument. Il joue vraiment ses meilleures fléchettes actuellement de sa carrière. Au scoring, il est impressionnant. Au double, il est souvent autour des 40-50%. Je pense que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment match pareil. Je vois pas pour autant une boucherie parce que Leonard Gates, il y a moyen qu'il soit un petit peu embêtant pour Menzies. Autant là, ouais, bon, voilà quoi. Martin Lukman, Nitin Kumar qualifié indien qu'on ne voit jamais. Ça fait partie de ces nations qui ont des places qualificatives parce que l'Inde est une ancienne colonie britannique.
Du coup, il y a tous les ans un Indien qui est qualifié. Bah, tous les ans, il fait un petit peu de la figuration. Le fait est qu'en plus, cette année, l'Indien en question est tombé sur Martin Lukman, finaliste du Grand Slam, et un excellent joueur sur cette saison 2024. Qui est un peu le sosie raté de Michael Van Gerwen. Bon, là pareil, on va pas passer 10 ans. Je pense, premier tour, cadeau pour Martin Lukman. Qui va peut-être avoir des soucis dès le deuxième tour. Pas forcément, on viendra après. Kevin Doets face à Noah-Lynn Van Leuven. On arrive dans la deuxième partie du tableau. Kevin Doets, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui a tendance à se faire lâcher par son mental et par son cerveau. Kevin Doets, il y a un réel monde où il se fait beaucoup embêter par son adversaire du soir. Et ça sera Noah-Lynn Van Leuven. Noah-Lynn Van Leuven qui sera la première représentante transgenre de l'histoire des championnats du monde de fléchettes. Et pour Kevin Doets d'affronter une personne transgenre qui marque un peu l'histoire et qui va attirer un peu la lumière des projecteurs, bah Kevin Doets, ça risque de lui mettre énormément la pression. Un peu à la manière de Ryan Michael. Surtout que Noah-Lynn Van Leuven, elle est capable d'avoisiner les 103, 104 de moyenne. Kevin Doets aussi, mais dans un contexte où l'un des deux sera peut-être plus sous pression. Alors Noah-Lynn Van Leuven aussi évidemment aura la pression. Elle a déjà eu la pression sur le Grand Slam où elle n'a pas gagné un seul match de ses matchs de poule. C'est un match qui va être compliqué dans la tête pour les deux, mais je vais partir sur Kevin Doets. Parce que Noah-Lynn Van Leuven, quand elle a eu à se montrer sur le circuit général et pas que sur le circuit féminin, elle a quand même manqué d'un petit peu de discernement et elle n'a pas joué les meilleures fléchettes de sa carrière, loin de là. J'espère qu'elle arrivera quand même à proposer du beau jeu. Alexis Toilo, qualifié philippin, lui aussi, il y en a beaucoup. Qualifié philippin face à Richard Venstra. Venstra qu'on voit aussi beaucoup tout au long de l'année, qui n'est pas le joueur le plus sexy à regarder jouer parce qu'il n'a pas un lancer de fou, il n'a pas un style de dingue, il n'a pas un charisme à crever l'écran. Pour autant, il joue plutôt bien aux fléchettes. C'est quand même un mec qui va avoisiner, on le sait, les 95 de moyenne, 13, 90, 95. Ça va largement suffire, je pense, pour battre Alexis Toilo sur ce premier tour. Steven Burton, Alexander Merckx. Alors là, c'est un duel entre deux mecs qui sont pas encore totalement établis, qui font les Players Championship, donc ils font un peu tout le circuit tout au long de l'année, mais pour autant, ils sont pas 100% établis. C'est un peu comme choisir entre pile et face. Je vais partir sur Steven Burton parce que je l'ai plus vu jouer. Pour autant, ce match, ça va être complètement du 50-50. Karel Sedlacek, Rhys Griffin, le Tchèque Karel Sedlacek face à Rhys Griffin, le Gallois. Rhys Griffin qui s'est qualifié sur la dernière journée de qualification juste avant le tirage au sort. Qui a fait partie des 4 qualifiés pour le tableau final du dernier jour. Et il a battu José de Souza, notamment dans sa quête. José de Souza qui ne participera pas au championnat du monde pour la première fois depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. Le Portugais ne sera pas au championnat du monde. Donc, Rhys Griffin, il a quand même du niveau. Karel Sedlacek, c'est un mec qu'on a l'habitude de voir sur le circuit. C'est un mec qui est capable aussi du pire, mais qui est un très bon joueur dans l'ensemble. Rhys Griffin, il n'a pas fait une moyenne de fou, Rhys Griffin, sur ses matchs de qualification, sauf contre José de Souza, où là, vraiment, il a sorti un match assez exceptionnel. Je vais quand même partir sur Karel je sais pas. Je sais pas. Allez, Karel Sedlacek, pour l'expérience. Mickey Mansell, Tomoya Goto. Tomoya Goto, qualifié japonais. Mickey Mansell, demi-finaliste du Grand Slam il y a de ça à peu près 3 semaines. Mickey Mansell qui devrait passer. Goto, je me souviens l'an dernier, il était un peu difficile à jouer. Il joue plutôt bien.
Mais Mickey Mansell, s'il joue les fléchettes qu'il a joué ces derniers temps, bon, il n'y a pas match quoi. Florian Hempel, Jeffrey Desvan qui fait lui aussi partie de ces mecs qui se sont qualifiés le dernier jour. Florian Hempel, on a l'habitude maintenant de voir un petit peu partout sur le circuit. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu quand même, Florian Hempel. Jeffrey Desvan, il a joué des qualifs absolument incroyables. Je crois qu'il n'a pas eu une moyenne en dessous de 95. Et je crois qu'il est monté à 104 ou 105 sur un match. Et Jeffrey Desvan, il y a un monde où franchement il a faim. Sur ces championnats du monde, il sent que c'est un peu les championnats du monde de la dernière chance. Je pense qu'il a faim. C'est un mec qui est encore jeune, qui n'a pas encore percé alors que tout le monde lui promettait un avenir assez rapidement. Et Florian Hempel, comme on a dit, on le voit plus trop. Donc il y a un monde où Jeffrey Desvan passe et ouais, ça donnera aussi un beau deuxième tour. Kim Huybrecht, Kinbari. Kim Huybrecht, pour ceux qui suivent un peu les fléchettes, on le présente plus trop, hein, ancien top 20. Le Belge qui affronte Kinbari, l'Irlandais, le jeune Irlandais. Kim Huybrecht, il est capable lui aussi du meilleur comme du pire. Et ça, c'est assez effrayant. Ces derniers temps, je crois qu'il fait finale à Prague contre Luke Humphries. Alors que de base, il est éliminé au qualif. Il arrive un peu en lucky loser, donc il arrive au tennis, on appelle ça un lucky loser, aux fléchettes, je ne sais pas si on garde le terme. Au final, il fait finale. Ces derniers temps, il joue pas trop mal, mais c'est toujours un petit peu à souffler le chaud et le froid. C'est jamais régulier. Je vais quand même partir sur Kim Huybrecht. Parce que Barry, il y a toujours ce petit manque d'expérience. Il est capable, hein, Barry aussi, d'avoisiner des énormes moyennes. Mais c'est vrai que sur les grandes scènes, Barry, c'est jamais la sécurité sociale. Wessel Nijman, Cameron Carolissen. Cameron Carolissen qualifié sud-africain. Wessel Nijman, je sais même pas, je vais dire on le présente plus, mais bon. Wessel Nijman, c'est, je pense, le futur adversaire de Luke Littler dans les prochaines années sur le circuit. Même si Luke Humphries a que 28 ans. Wessel Nijman, il est encore plus jeune. Et franchement, il est fort. Au Grand Slam, il se fait sortir en poule. Il perd 3 matchs. Je crois qu'il n'a pas eu de moyenne en dessous de 103. Je sais pas si c'est triste ou si ça montre le niveau auxquels sont obligés de s'élever ses adversaires pour le battre. Là, en l'occurrence, il affronte Cameron Carolissen, qui n'est pas ultra expérimenté, et je pense qu'il ne va pas lui causer trop de soucis. Wessel Nijman, qualifié. Tiens, Joe Cullen. James Hurrell contre Jim Long. Je vais tirer à la courte paille parce que là, de toute façon, le vainqueur affronte Michael Van Gerwen au deuxième tour. Est-ce que je vois un de ces mecs taper Michael Van Gerwen? Voilà. On va envoyer Jim Long à l'abattoir et on verra ce qui se passe. Chris Sandman contre Lok Yin Lee. Qualifié... non, c'est lui l'Indonésien. Ah, tout à l'heure, il était peut-être philippin, l'autre. Sosing. Chris Landman... Oui, bon, je pense qu'il n'y a pas photo, on va pas détailler 10 ans. Mais ouais, non, Chris Landman quand même. Jeffrey De Graaf, Rashad Sweeting. Rashad Sweeting qui est le premier qualifié de l'histoire des Bahamas. Puisqu'il y a des qualifications des Caraïbes tous les ans. Des îles des Caraïbes. Et c'est un joueur des Bahamas qui s'est qualifié cette année. C'est Rashad Sweeting qui a fait un petit peu la une des journaux dans son pays. Face à Jeffrey De Graaf qui a battu... Thibaut Tricol au dernier tournoi, au Players Championship Finals. Là pareil, je pense qu'il n'y a pas photo. Pour avoir... Ouais. Jeffrey De Graaf, franchement, il est capable de faire des moyennes de fou. Il est quand même assez régulier, je le vois pas tomber là. Jim Williams, Paulo Nebrida. Qualifié des Philippines aussi, décidément. Jim Williams, assez régulier, mais pas tant que ça. Même si, là, pour le coup, son adversaire est quand même relativement... par rapport à lui, franchement, il est plus faible. Jim Williams, pareil, c'est pas le mec le plus agréable à regarder jouer. Il a un lancer assez particulier, c'est pas beau.
Mais quand même, je le vois passer. Ricky Evans, qui est ultra rapide. Ricky Evans, qui s'appelle d'ailleurs Rapide. C'est son surnom, Rapide Ricky Evans. Qui lance très rapidement et qui affronte Gordon Mathers, qui fait partie des qualifiés du dernier jour. Décidément, tout le monde se retrouve. Ricky Evans, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu jouer. Je pense qu'il a toujours un bon niveau. Je vais le mettre qualifié, mais franchement, s'il se fait taper, ça m'étonne pas. Franchement, ça me surprend pas. S'il se fait taper, no prob. On finit ces 3 premiers tours avec Niels Zonneveld et Robert Owen. Un duel entre un Hollandais et un Gallois, me semble-t-il. Je vois une qualification de Niels Zonneveld qui est quand même assez implanté maintenant sur le circuit professionnel, qui est assez régulier. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises à ce niveau-là. William O'Connor, Dylan Slevin. Mais c'est un duel d'Irlandais, non ? Je crois que c'est un duel d'Irlandais. William O'Connor qui rentre sur Zombie des Cranberries, qui a une entrée absolument incroyable. C'était il y a quelques années en Première Ligue, à l'époque où les invités de la ville en question, toutes les semaines, étaient invités. Et entendre une foule d'Irlandais chanter Zombie des Cranberries, c'était fabuleux. Il n'a pas perdu grand-chose de son niveau. Dylan Slevin, il est peut-être un peu effrayant. Enfin, c'est pas un énorme joueur. Mais William O'Connor, il a vraiment l'expérience de ces matchs. Et à chaque fois, à l'Alexandra Palace, il sait se sublimer. Donc je vais partir sur William O'Connor. Callan Reeds, Romeo Garbavac pour terminer. Un Croate. Tiens donc. Le seul joueur croate de ces championnats du monde, Romeo Garbavac. Face à Callan Reeds, que j'aime pas spécialement. Qui est un peu une tête brûlée. Et qui franchement, parfois est vraiment à la limite de l'insulte. Garbavac qui a fait la Coupe du Monde avec Boris Krčmar qui ne s'est pas qualifié pour la première fois depuis 2-3 ans au championnat du monde. Je vais partir sur Callan Reeds quand même, qui a quand même beaucoup plus d'expérience. On finit ces premiers tours. Après, heureusement, le reste va être beaucoup plus rapide, puisqu'il y aura... Enfin, beaucoup plus rapide, non, parce que les matchs vont être de plus en plus durs, évidemment, à pronostiquer. Le Humphries, Thibaut Tricol. Ah, il y avait tellement de bons tirages autres que le champion du monde en titre et le numéro 1 mondial et le meilleur joueur du monde pour Thibaut Tricol. Ah, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. On est au... Bah, voilà, bon. Thibaut, si tu tombes sur la vidéo, sur la VOD, Thibaut, je suis désolé. Mais surprends-nous. Justement, surprends-nous. Va au championnat du monde et montre que j'ai tort. Il va falloir nous surprendre. Parce que là, je vais pas te mentir que la tâche, elle s'annonce quand même assez compliquée. Raymond Van Barneveld, Stowy Boons. Raymond Van Barneveld, légende. Stowy Boons, qui arrivera en confiance d'une victoire sur Nick Kenny. Pour autant... Voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César. Une légende, c'est une légende. Et il joue encore très très bien. Waouh, ok. Dès le deuxième tour, déjà, on a des Wati matchs comme ça. Jermaine Watimena, James Wade. Waouh. Waouh. Ils se sont affrontés, les deux, au championnat d'Europe. Jermaine Watimena a sorti une manche de fou pour éliminer James Wade au bout du suspense. Je crois que c'était 11-10 ou 19. Waouh. Franchement, waouh. Sur un format de 7, James Wade peut être redoutable, mais vraiment, genre, hyper fort. Jermaine Watimena, il peut parfois passer à côté de certaines manches. Le problème, c'est que cette saison, j'ai pas l'impression que Jermaine Watimena il soit passé à côté de grand chose dans ces tournois. Ah, c'est hyper dur. Je vais aller sur James Wade. Pour l'instant, j'ai pas mis une seule tête de série perdante. C'est pas là que je vais commencer. Je pense que James Wade, franchement... Ah, c'est la Wati défaite. Hein. Ça va être la Wati défaite. Ah bah je disais que j'avais pas encore sorti une tête de série.
Eh bien, je pense que la première tête de série à sortir, c'est la légende, double champion du monde Peter Wright, qui n'est absolument pas en confiance ces derniers temps, qui fait des moyennes proches du ridicule, qui a du mal à trouver son bon set de fléchettes. Il change souvent de fléchettes, ça on a l'habitude, mais en ce moment, ça en est à se demander si c'est toujours fait exprès ou si vraiment il cherche son set. Et Wesley Plaisir, franchement, Wesley Plaisir, ça peut être une énorme surprise sur ces championnats du monde. Steven Bunting, Alan Soutar. De boulette, Steven Bunting. Le Suits, Alan Soutar. Duel anglo-écossais. On va partir sur... on va partir sur Steven Bunting. Steven Bunting, on en parlera peut-être un peu plus longuement dans les prochains tours. Mais voilà. Et pour l'instant, je ne vais pas plus développer que ça. Alan Soutar qui est un peu en dessous de son niveau cette saison, qui est vraiment un excellent joueur, mais cette saison, je le trouve plus aussi décisif et plus aussi redoutable qu'avant. Steven Bunting, toujours sur la pente ascendante. Il faudrait qu'il passe ce cap en championnat du monde, d'aller vraiment loin. Je crois qu'il fait... je sais pas s'il fait pas une demi en championnat du monde, je dis peut-être une connerie. Pour moi, il fait quart. Je sais pas s'il fait demi à un moment donné, une année. Peut-être il y a 2 ans. Mais il y a moyen que ce soit... Alors, je vais pas dire que ce soit son année, parce qu'il est dans une partie de tableau qui est quand même assez compliquée. On viendra après. Mais il peut taper tout le monde, Steven Bunting. Attention. Dirk van Duivenbode. Madars Razma. Duel entre un laiton et un néerlandais. J'adore ce mec. J'adore sa musique d'entrée. Il nous envoie des watts à gogo. Il nous bombarde de dubstep en arrivant. C'est vraiment une légende. L'Ober Genius. Et je le vois comme tous les ans. En plus, il nous fait toujours des bons tournois. En plus, Madars Razma, je trouve que cette saison, c'est loin d'être sa meilleure. On va partir sur Dirk van Duivenbode sur ce 32e. Damon Etta, Connor Scott. Waouh. 2 petits gabarits, les 2 sont pas immenses. Entre un Australien et un Anglais. Damon Etta 9e mondial, Connor Scott 56e. Et pourtant, le niveau n'est pas si éloigné entre les deux. Il n'y a pas autant d'écart que ce que le classement veut nous laisser penser. Je pense... Est-ce que je prends le risque ou pas? Ah, et je me jette. Connor Scott, qui élimine Damon Etta. Damon Etta qui est capable en plus de ce genre de contre-performance. Allez, Connor Scott, on y va. Mike De Decker, Luke Woodhouse, match très intéressant. Très intéressant. Mike De Decker, vainqueur du World Grand Prix, qui est un format en 7 aussi. Donc il aime bien les formats en 7, attention. Mike De Decker, Luke Woodhouse, très régulier cette saison, on l'a dit tout à l'heure sur le premier tour. Mike De Decker, il est vraiment en pleine explosion. C'est un Belge qui a un niveau absolument effrayant sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois. Ouais, clairement. Mike De Decker, j'en fais mon vainqueur sur ce match. Luke Littler, Fallon Sherrock. Est-ce que j'argumente ou est-ce qu'on clique direct? Allez. Je pense qu'on va rester cordial. J'espère pour Luke qu'il va pas rester cordial avec Fallon. Enfin si, évidemment, dans le respect et dans le fair play. Mais j'espère qu'il va faire du Luke Littler. J'espère qu'il va pas tomber dans le fait de jouer Fallon Sherrock. Et je pense que les médias feront une énorme propagande autour de ce match, parce qu'il y a 2 icônes qui s'affrontent. Il y a une future légende en la personne de Luke Littler, finaliste l'an dernier des championnats du monde à 16 ans. Il a 17 ans cette année, donc il est toujours pas majeur, mais bon, il fait quand même partie des 2-3 favoris qui vont certainement aller, peut-être pas au bout, mais le plus loin possible. Face à lui, Fallon Sherrock, qui est, on a dit, la femme qui passe énormément de paliers, la femme qui bat tous les records, qui battait tous les records à un moment donné. Beau Greaves n'est pas dans le tableau, mais elle fait partie de ces femmes qui sont en train de révolutionner les fléchettes féminines.
Ce match, il va y avoir énormément de pression, énormément d'enjeux. Je pense que Luke Littler sera à la hauteur de l'événement. Ça, il n'y a pas de souci. Ça pourrait être je pense que ça pourrait être le match le plus piège de tout le tournoi de Luke Littler. D'affronter Fallon Sherrock, ça serait, je pense, le plus gros piège. Tellement, je pense, il va y avoir de pression autour de ce match. De pression médiatique. Mais je le vois quand même, pour autant, bon, voilà, ça reste Luke Littler. On va pas épiloguer 10 ans. Richie Headhouse, Ian White, le champion d'Europe. Richie Headhouse, Ian White, on l'a dit, le revenant. Si Richie Headhouse joue les fléchettes qu'il a jouées ces derniers mois, voilà. Et on retrouverait encore un Luke Littler contre Richie Headhouse, qui est un match-up assez sympathique. Danny Noppert, Ryan Joyce. Il n'est pas évident ce match. Il n'est pas évident parce que Ryan Joyce, il est capable de sortir des matchs absolument immenses. Danny Noppert, il est capable de choke absolument tout le temps. Pour autant, allez. Allez. Voilà, il faut faire un choix. Voilà. Bon, tout à l'heure, je disais, Suljovic ou Campbell, l'un des deux se fait taper par Ryan Searle. Je ne change pas ma position. Victoire de Ryan Searle. On en reparlera peut-être sur le prochain match où on hésitera entre Ryan Searle et Danny Noppert. Rob Cross, Scott Williams. Scott Williams, donc demi-finaliste, on l'a dit tout à l'heure, de la dernière édition. C'est compliqué. Rob Cross, champion du monde. Champion du monde en 2017, me semble-t-il. Je dis peut-être de la merde. Ça doit être dans ces eaux-là de toute façon. Rob Cross. Ça reste quand même une valeur sûre. Hein. Ça reste quand même un mec... tu sais qu'il va venir, il va jouer, il va très certainement gagner jusqu'à... D'ailleurs, je suis bête, parce que je dis... Alors ça, c'est énorme. Je dis Scott Williams, demi-finaliste l'an dernier. Il se trouve que Rob Cross aussi était demi-finaliste l'an dernier, mais de l'autre côté. Et les deux n'ont pas fait de finale. Des fois, je suis con. Mais qu'est-ce que je suis bête. Donc, duel de demi-finaliste. Ça, c'est incroyable. C'est suffisamment rare pour être souligné. Jan Van Veen, Ricardo Pietreczko. C'est très compliqué comme match. Jan Van Veen qui vient d'être couronné champion du monde junior. Même s'il a 22 ans. Et Ricardo Pietreczko, on l'a dit tout à l'heure, qui fait un peu partie de ce top 40, top 30 assez régulier. Va pour Jan Van Veen, qui fait quand même d'énormes moyennes ces derniers temps. Jan Van Veen, waouh, déjà là les 16e de finale, c'est quelque chose. Nathan Aspinall, Cameron, oh là. Nathan Aspinall qui fait partie, je pense, des 6 joueurs les plus marquants de ces 5 dernières années. Pour autant, on est loin du Nathan Aspinall qui effrayait pas mal de monde sur tous les tournois. Là, Nathan Aspinall, alors, il a eu des blessures. Ces derniers temps, il revient. C'est en dents de scie. C'est vachement irrégulier. Cameron Menzies, je l'ai dit tout à l'heure, énorme au scoring, énorme au double. En ce moment, il joue les fléchettes de sa vie. Allez, on va éliminer Nathan Aspinall. On va jouer un peu le momentum et on voit ce qui se passe. On va jouer comme ça. Andrew Gilding, Goldfinger, Martin Lookman, le sosie officiel de Michael Van Gerwen. On va partir sur Martin Lookman, finaliste du Grand Chelem, qui joue des fléchettes absolument divines ces derniers temps. Andrew Gilding, c'est un match sur 15. Il peut jouer très bien, mais un match sur 15. Donc Martin Lookman. Michael Smith, Kevin Dutz. Michael Smith, attention, qui n'est pas impérial, on le rappelle, champion du monde en 2023. C'est pas le mec le plus impérial qu'on ait connu. C'est pas le Michael Smith champion du monde ces derniers temps. C'est un Michael Smith un peu en proie au doute. Et ce Michael Smith en proie au doute, on le connaissait beaucoup avant justement qu'il soit champion du monde. Depuis, tout allait bien. Voilà, le monde était beau, le monde était rose, tout allait bien. Kevin Dutz,
capable de réaliser un exploit sur un match. Allez, quand même, voilà. On va pas éliminer Michael Smith comme ça au premier obstacle. Christophe Ratajski, Richard Veenstra. Duel. Alors, des mecs qui sont très réguliers, mais le niveau est assez homogène sur ce match. Je vais partir quand même sur Christophe Ratajski. Pour la simple et bonne raison que c'est un mec qui est quand même assez habitué à ce genre de rendez-vous. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Richard Veenstra, qui n'a pas passé énormément de tours sur des grandes scènes. Chris Dobie, Steven Burton. Bon, Chris Dobie, qui avait tweeté il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas en confiance et qu'en ce moment, il s'excusait de son niveau auprès de ses fans et tout. Pour autant, pour lui, s'excuser de son niveau, c'est pas faire 75 de moyenne, hein, c'est faire 90. Steven Burton, je suis pas sûr qu'il puisse avoisiner les scores de Chris Dobie à toutes les manches, même à toutes les parties. Chris Dobie l'an dernier qui a fait une première moitié de championnat du monde avant Noël. Waouh. Et je crois qu'il perd contre Rob Cross. Il mène 4-0, il perd 5-4. Il mène 4-7-0, il perd 5-4. Et le mec, jusqu'à ce moment-là, franchement, il était dans une shortlist pour gagner les Worlds. Parce qu'il était injouable. Jusqu'à ce que Rob Cross remonte tout le match. Mais jusqu'alors, il était injouable. Josh Rock, Karel Sedlacek. Bon, je vais pas épiloguer 10 ans. Même si Josh Rock est capable de choke, parce qu'il est encore jeune. Bon. Voilà. Karel Sedlacek, en fin de la blague. Voilà. Johnny Clayton. Waouh. Au momentum, il est compliqué ce match parce que Mickey Mansell. Alors certes, il a fait un tournoi, hein, Mickey Mansell, mais il l'a tellement bien joué. Il a tellement mérité sa demi-finale en fait. Et c'est pas n'importe quel tournoi, c'est le Grand Chelem de fin de saison. Après Johnny Clayton. Ah putain. Allez, je vais pas sortir Johnny. Qui est pareil. Un des 8 meilleurs joueurs de ces 5 dernières années. Même si cette saison c'était un peu moins abouti. Je crois qu'il s'est blessé à un moment donné. Ouais, non, quand même. Johnny Clayton. Pas évident ce Daryl Gurney, Jeffrey Desvan. Pas évident. Daryl il joue très très bien ces derniers temps, ça y a pas de souci. Mais Jeffrey Desvan, sorti des qualifs et qui a faim, il peut faire peur à tout le monde. Bon, pour autant, allez, on va partir sur Daryl. Qui joue très très bien ces derniers temps. C'est vraiment... je pense que ça fait 4 mois qu'il est régu. Et Daryl Gurney, ça fait partie de ces mecs où s'il est en forme, il peut jouer facile top 5. Allez. Gervin Price, Kim Ibrecht. Je vais pas être objectif sur ce match. Gervin Price qui est vraiment pas dingue ces dernières semaines. Kim Ibrecht qui est hyper irrégulier. Donc au final, les deux... Il y a moyen qu'on ait vraiment un très mauvais match sur ce deuxième tour. Je pense que les deux peuvent être très heureux d'être tombés l'un contre l'autre. Je vais quand même donner l'avantage à Price. Parce que même s'il joue mal, il joue mal par rapport à la période où il était numéro 1 mondial et champion du monde. Tout est relatif dans la vie. Et là, pour le coup, son niveau de il est moins bon. Il est moins bon par rapport au moment où il démontait tout sur le circuit. Donc ça reste un niveau qui est quand même assez correct. Joe Cullen, Wessel Nijman. Joe Cullen qu'on a vu dans la première vidéo qui était face à Luke Humphries l'an dernier, qui est passé à rien de se qualifier en quart de finale, mais surtout d'éliminer le futur vainqueur de l'épreuve. Donc il était à rien de battre le meilleur joueur du monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, en changeant le résultat de ce match, alors Joe Cullen ne serait peut-être pas devenu champion du monde, mais Luke Humphries ne serait peut-être pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il serait pas devenu numéro 1 mondial, c'est sûr, mais est-ce qu'il serait devenu... Enfin, je sais pas. Je sais pas si derrière il gagne Coupe du Monde et... Je sais pas. S'il gagne Coupe du Monde et
et tous les autres tournois qu'il a gagnés, parce qu'il en a gagné plein, notamment le Players Championship Final dimanche dernier. Pour autant, Wessel Nijman, c'est quand même une énorme star montante et c'est un joueur qui est capable d'avoisiner quasi tous les matchs sans de moyenne et même de le dépasser assez facilement. Sur un format de 7, il va être absolument terrifiant à jouer. Je vais partir sur Wessel Nijman qui va trouver le tableau, me semble-t-il, dans cette partie basse. Michael Van Gerwen, Jim Long, bon je vais pas, voilà, on va pas discuter 10 ans, il y a des matchs où il vaut mieux ne pas discuter. Ça nous fait gagner du temps. Brendan Dolan, Chris Landman. Alors autant j'aime pas Brendan Dolan, autant il joue des fléchettes absolument désastreuses. Non, il joue vraiment des fléchettes absolument désastreuses. Alors l'an dernier il fait quart de finale face à Luke Littler, je crois. Est-ce qu'il y a un monde où il se réveille? Non. Non, il est vraiment mauvais ces derniers temps. Mais il y a un monde où il se réveille, oui, forcément, parce que c'est un joueur de ce genre de compétition. Ah, je sais pas. Gary Anderson, Jeffrey De Graaf, pareil, je vais pas épiloguer 10 ans. Gary Anderson fait partie, je pense, facile, des 5 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Et Gary Anderson est revenu vraiment à un niveau. Donc c'est un des seuls à avoir gagné les championnats du monde back-to-back, 2 ans d'affilée. Et il revient en ce moment à un niveau, mais à un niveau... Il ne peut pas perdre contre Jeffrey De Graaf. Ross Smith, Jim Williams, pareil, on va pas parler 10 ans. Ross Smith, meilleur tapeur 280 du circuit cette année, avec le Littler qui doit pas être loin dans le classement. Voilà, là pareil, je le vois pas trop être en difficulté. On va continuer. Dave Chisnall, 6ème mondial, 2ème du classement européen de la saison. Ricky Evans qu'on voit plus trop, qui a peut-être plus le rythme. Voilà, là pour le coup Dave Chisnall, je pense que ça va couler. Ça va couler de source pour une victoire. Gabriel Clemens et Nils Zonneveld. Clemens il gagne plus grand chose ces derniers temps. Plus trop en confiance. Il s'est fait sortir très très tôt de ses championnats d'Europe à la maison à Dortmund. Nils Zonneveld, c'est quelqu'un qui gagne pas mal de matchs en ce moment et c'est quelqu'un qui peut être compliqué à jouer. Je le vois sortir Gabriel Clemens. Dimitri Vandenberg, William O'Connor. Attention à la surprise. Mais quand même. Mais attention à la surprise. On parlera un petit peu plus tard, je pense, de Dimitri Vandenberg. Et enfin, on finit par Callan Ritz, que je n'aime toujours pas. Face à Martin Schindler, que j'apprécie pas spécialement. Duel de personnes que j'aime pas spécialement. Victoire de Martin Schindler, qui est quand même l'une des personnes les plus régulières cette année sur le circuit professionnel. 16e de finale. Premier en 4-7 à partir de ce tour. Luke Humphries, Raymond Van Barneveld, duel de champion du monde. Champion du monde l'an dernier pour Luke Humphries. Champion du monde à 5 reprises, je crois, pour Raymond Van Barneveld. Dans 3 reprises? Je sais plus. Oh mon dieu. Bon. Pareil, on va pas parler 10 ans. Il y a être et avoir été. Luke Littler, il est. Luke Humphries, pardon, il est. Attention le lapsus. Luke Humphries, il est. Raymond Van Barneveld, il était. Victoire de Luke Humphries. James Wade, Wesley Plaisir. Bon, fin du rêve. On va mettre fin au rêve de Wesley Plaisir. Parce que James Wade, il fait partie de ces mecs qui sont toujours chiants à jouer. James Wade, il pourra sortir 10 ans du circuit. Il va quand même revenir au championnat du monde et on va dire quand même c'est James Wade. Et il va être chiant à jouer quand même. Donc je vois James Wade passer face à Wesley Plaisir. Steven Bunting, oh putain, bordel. 2 mecs où j'ai vraiment envie que l'un de ces 2 gars aille très loin. Bon, après, quand tu vois qu'il y a Luke Humphries juste au-dessus, bon, ça risque de coincer. C'est trop dur. 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 Va pour Steven Bunting. Mais pourquoi? Je sais pas. Je saurais pas expliquer. L'expérience, très certainement. Il a l'expérience de ces grands matchs. Dirk, on sait que dans les grands matchs, il a tendance à se liquéfier dans les moments décisifs. Le problème, c'est que Steven, bon, c'est pas non plus la sécurité sociale, quoi. Connor Scott, Mike De Decker. Il est toujours là, Connor Scott. Il a passé 2 tours. Ah, il Moneta. Ouais.
Oui, bon, là, on parlait tout à l'heure de Mike Dedeker comme l'une des plus grandes stars montantes, je pense, ces prochaines années. Même si je crois qu'il a déjà 27 ans. Hein, mais bon, ça fait partie. 27 ans, ça va, il a encore 30 ans de fléchettes devant lui s'il veut jouer. Grand joueur de poker aussi, attention. Luke Littler, Richie Headhouse, champion d'Europe. Richie Headhouse face à Luke Littler, vainqueur de 10 tournois cette saison. Alors Richie, je vais être très gentil, tu joues très bien. T'es énorme sur la fin de saison. Mais non. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, il n'y a pas un monde où je me réveille le matin, je regarde les journaux et je vois Richie Headhouse tape Luke Littler. Il n'y a aucun monde. Il n'y a que la nuit. À la limite, je ferme les yeux, paf, Richie Headhouse a gagné. C'est pas vrai. Il n'y a pas un monde. Danny Noppert, Ryan Searle, match très serré. De toute façon, le vainqueur se fera très certainement taper en 8ème par l'ogre. Très effrayant d'ailleurs cet ogre. Je vais partir sur Danny Noppert, qui me semble être le plus régulier des deux, même si c'est un sacré choker. Ryan Searle, on n'en a pas parlé beaucoup, mais Ryan Searle, attention, Ryan Searle, ça peut être un très bon joueur. Le fait est que Ryan Searle, on l'a vu notamment sur une étape du Tour européen, il est capable de se liquéfier alors qu'il mène 7-4 en finale et qu'il a 6 fléchettes de match. Bref. On descend un petit peu. C'est bien, ça va aller de plus en plus vite. On descend un petit peu. Rob Cross, Jan Van Veen, franchement, j'allume ma télé. Ce match-là, j'allume ma télé. Les deux sont énormissimes. Statut de champion du monde quand même pour Rob Cross. Jan Van Veen, je pense qu'il sur les prochaines années, il y a forcément une année où il va aller loin. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit pour cette saison. Et ce Rob Cross, il est toujours là. C'est comme James Wade. On ne sait pas ce qu'il fait là, mais il est toujours là parce que c'est toujours un mec chiant à jouer. Cameron Menzies, Martin Lukeman. On aurait aimé avoir ce match en demi-finale du Grand Chelem. Malheureusement, Menzies est tombé sur la toute fin face à Mickey Mansell. Lukeman, c'est quand même un sacré loustique. Hein. Ah, va pour Lukeman. Menzies, j'ai fait que le saucer depuis 2 tours, mais là, Martin Lukeman, c'est quand même quelque chose. Hein. Va pour Lukeman. Deuxième partie de tableau, Michael Smith, Christophe Ratajski. Alors autant j'ai eu des doutes sur Michael Smith avant, autant une fois qu'il a passé un tour, et surtout contre Christophe Ratajski, qui est pas démentiel ces derniers temps, une fois qu'il a passé un tour, Michael Smith, c'est comme le vélo. Une fois que ça tourne, il y a juste besoin d'alimenter, enfin genre de pédaler, et c'est bon. Ça passe. Ça passera pour Michael Smith. Chris Dobie, Josh Rock. Waouh. Je disais tout à l'heure qu'il était un peu mal, Chris Dobie, en ce moment, son niveau de jeu, machin. Josh Rock, c'est peut-être la saison la plus aboutie qu'il ait faite. Alors, il est encore jeune. C'est une de ses premières, donc c'est pas trop une référence. Non, allez. Chris Dobie, il m'a tellement fait rêver l'an dernier sur les championnats du monde que j'ai envie que cette année encore, et j'ai envie de voir ce Michael Smith Chris Dobie. Parce que franchement, ça peut être un putain de match, et là, oui, j'allume ma télé. Johnny Clayton, Daryl Gurney, et là, encore une fois, j'allume ma télé. Parce que... va y avoir du niveau. Va y avoir quand même du niveau sur ces championnats du monde. Gurney, qui est quand même très en forme ces derniers temps. Johnny Clayton, un peu moins. Et Johnny, il est toujours capable de faire du Johnny et de s'en sortir sans trop savoir comment. Victoire de Daryl Gurney, quoi qu'il en soit. Ça va être très dur de pronostiquer le reste. Je vais pas apporter énormément d'éléments. Mais Daryl Gurney, ces derniers temps, c'est quand même Daryl Gurney, quoi. Et ça redevient le Daryl Gurney top 10 qu'on a connu. Gervin Price, Wessel Nijman. Autant pour le match d'avant contre Ibrex, j'étais pas objectif et il y a tous les jours moyen qu'il se fasse taper, ça y a pas de problème. Autant sur ce match-là, je vais pas du tout être subjectif, je vais être totalement objectif. Et actuellement, en l'état des lieux,
Il n'y a aucun monde où Gervin Price tape Wessel Nijman. Sauf si Gervin Price redevient Gervin Price. Et je demande que ça. Mais Wessel Nijman, tonnerre de Brest. J'avais dit qu'il trouvait le tableau. Attention, il est encore là. Hein. Il n'est pas encore sorti, Wessel. Hein. Et il est en 8ème de finale. Michael Van... Bon, allez. Depuis le début du tournoi, Michael Van Gerwen, on ne discute pas beaucoup. Hein. Waouh, 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 waouh. Oh bordel, au tonnerre de Brest. Qu'est-ce que c'est que ce match? Autant les matchs d'avant, j'allumais ma télé, autant celui-là, 4K. Hein. Je suis posé devant, je suis même pas sûr de stream. Hein, juste je regarde le match. Hein. C'est quoi ce match? C'est un 3ème tour, ça? Mais on se fout de la gueule de qui? Mais ça, c'est un quart de finale, ça. Il y en a un des deux qui se fait taper, là? Non, c'est trop. Allez, 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 on veut la bataille des légendes. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, voilà, c'est bon, je l'ai dit. Allez, bon. Il faut le match entre Gary Anderson et Michael Van Gerwen. Pitié, pitié. Il n'y a pas meilleure publicité qu'un match entre les deux. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps au Grand Slam, en phase de poule. Je veux ce match. Je veux ce match. C'est simplement parce que je veux ce match que je le mets gagnant. Hein. Bon, après, je le vois gagner aussi, ça va. Je suis quand même un peu objectif. La preuve, j'ai mis Wessel Nijman qui bat Gervin Price. Dave Chisnall needs the... Oh là là, ça me rappelle un match... Ça me rappelle un match... C'était au championnat d'Europe, non? Je sais plus. Non, c'était la dernière étape, c'était à Prague. Zoneveld avait tapé Chisnall. Bon, là, par contre, faut pas déconner. Là, on est en BO7. Bon. Hein? On est dans un format de 7. On est en BO7. Il n'y a pas un monde où Chisnall, il se fait taper par ça. Non, il n'y a pas un monde. Vandenberg, Schindler. J'ai pas envie de mettre Vandenberg perdant. J'ai pas envie de mettre Schindler gagnant, mais je suis obligé. Enfin, je suis obligé. Non, Schindler est absolument dégueulasse aussi sur certains matchs. Vandenberg, il est pas du tout régulier ces derniers temps. Ah, j'ai envie d'entendre rapide Pharrell Williams pendant encore longtemps, mais... Va pour Martin Schindler. Bordel, je veux pas. On arrive au 8ème de finale. Oh. 8ème de finale. Bah, je vais faire ça à partir de maintenant. 8ème de finale. On commence par Luke Humphries contre James Wade. Ah, je pense qu'il n'y aura pas photo. Enfin, il n'y a pas photo. Non, il y aura match, mais ça va être quoi, BO7 encore? Ah, il y a un monde où ça fait 4-0 à la fin, quoi. Non, je pense que ça fera genre 4-2. Bon, on va pas tergiverser sur le score. Luke Humphries. Steven Bunting, Mike De Decker. Et ça, c'est un match absolument indécis. Steven Bunting, Mike De Decker. Honneur à la jeunesse. Je suis désolé pour Steven Bunting. J'ai envie qu'il aille loin. Place à la jeunesse. Mike De Decker, son niveau cette saison me permet d'espérer pour lui et surtout de vouloir qu'il aille le plus loin possible dans ce tournoi. Et le plus loin possible dans ce tournoi, ça sera contre Luke Humphries, malheureusement. Je pense. On reviendra après. Luke Littler, Danny Noppert. Allez, voilà. On va pas parler 10 ans. Hop là. On peut croire que je suis en train de surcoter Littler. Hein. On se rend pas compte à quel point il va terrasser tout le monde là sur ces tours-là. Parce que Sherrock, Headhouse, Noppert, je suis même pas sûr. Et ça va être une insulte pour Richie Headhouse qui est champion d'Europe et pour Noppert qui est top 15. Je suis même pas sûr que Littler perde un set avant d'arriver en quart de finale. Terrifiant. Martin Luckman, Rob Cross. Martin Luckman qui a tapé Rob Cross au Grand Chelem en 8ème de finale, je crois, ou en quart, je sais plus. Duel de chauve, duel de crâne luisant, un ancien champion du monde contre un joueur qui est plutôt en forme.
Martin Lukman a déjà battu Rob Cross. Mais malheureusement, Rob Cross, dans un championnat du monde et dans un format de 7, c'est Rob Cross. Et Rob Cross, on sait pas comment, mais Rob Cross, il gagne tout le temps. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le futur vainqueur du tournoi. Alors l'an dernier, c'était pas le cas parce que Littler a perdu en finale. Cette année, ça sera peut-être le cas. Oh la gueule des quarts de finale. Eh, j'allume ma télé. Si c'est ça qui arrive, j'allume ma télé. Michael Smith, Chris Dobie, et là, c'est le duel fratricide entre deux Anglais que j'aime énormément. J'adore ces deux gars. Ils ont les lancers, je pense, les plus fluides du circuit. Ils sont attachants. Ils sont excellents. Mais excellents. Dans le meilleur de leur niveau, je pense que ce sont les deux mecs les plus agréables à regarder jouer. Michael Smith, on a dit qu'il passait difficilement Kevin Nootz. Après, on a dit que c'était comme le vélo, une fois que c'était lancé, ça tournait tout seul. Il y avait juste à un peu pédaler. Pour autant, Chris Dobie, qui n'est pas en confiance, s'il passe un tour et s'il passe Josh Rock, est-ce qu'il va pas arriver lui aussi avec toute la confiance du monde? Et un Chris Dobie en confiance, c'est un Chris Dobie qui fait peur à tout le monde. Je pense que Chris Dobie va sortir Michael Smith dans ces championnats du monde. Jugez-moi. Voilà, Michael Smith pour moi il sort en 8ème de finale. Daryl Gurney, Wessel Nijman. Gurney est super en forme. Gurney, il tape Clayton. Gurney, il tape Desvan. Gurney, cette saison, il fait une saison absolument incroyable. Il revient à son meilleur niveau. Wessel Nijman, on ne se rend pas compte. Mais ce mec-là, c'est le futur des fléchettes. Je le répète, ce mec, c'est le futur des fléchettes. Il va falloir jouer quasiment le match parfait pour sortir Wessel Nijman de ces championnats du monde. Wessel Nijman, et le pire, c'est que Wessel Nijman, il se tape un premier tour parce qu'il n'est pas tête de série. Donc Wessel Nijman, il va arriver, il sera déjà rodé, il va voir arriver les gros, il va dire, bah, je m'en fous, je les tape. Il va les taper. Le pire, c'est qu'il va les taper. Wessel Nijman en quart de finale face à Chris Dobie. Ça, c'est ma take. C'est... Voilà. Ça, je pense, vraiment, ça peut être le titre de la vidéo. Dobie Nijman. Parce que franchement, si ça arrive, je serais le premier à dire, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Et je vais arriver dans des discussions qui n'auront rien à voir avec des flèches. Oui, mais Chris Dobie contre Wessel Nijman. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je l'avais dit. Regarde la vidéo. Je l'avais dit. La vidéo dure depuis 1h17 déjà. Va falloir se lever tôt hein, pour la regarder. Oh bordel, j'avais pas vu la suite. Michael Van Gerwen, Gary Anderson. Waouh. Alors là c'est même pas j'allume ma télé là, c'est je vais au cinéma. Je me loue une place de cinéma, je mets le match. Je me loue la salle carrément. Michael Van Gerwen, Gary Anderson, deux légendes. Tellement de titres de champion du monde, tellement de titres tout court à eux deux. Deux légendes absolues, deux icônes. Michael Van Gerwen, cette saison, c'est plus le Michael Van Gerwen. Autant j'en ai pas parlé beaucoup sur les deux premiers tours parce qu'il affronte personne. Autant là, il affronte, je l'ai dit tout à l'heure, l'un des 5 meilleurs joueurs du monde actuel. Devant, il y a deux Decker qui est déjà qualifié pour les quarts. Il y a Luke Humphries, il y a Luke Littler et il y a très certainement Wessel Nijman ou Rob Cross. Voilà, Gary Anderson en quart de finale, à nouveau, des championnats du monde. Et ce qui est fou, c'est que Gary Anderson, même quand il fait des saisons nulles, il arrive au championnat du monde, il va quand même en quart. Là, il fait une excellente saison, il arrive au championnat du monde, il va quand même en quart. Dave Chisnall, Martin Schindler, les deux premiers du circuit européen cette saison. Puisque Schindler était tête de série 1 des championnats d'Europe et Chisnall était tête de série 2. Pour autant, les deux ne sont pas allés très très loin dans les championnats d'Europe. Qualification de Dave Chisnall. Fin du rêve pour Martin Schindler, je pense. Dave Chisnall, quand arrive les championnats du monde, il a beau avoir fait 3 mois un petit peu moins bien avant. Il arrive au championnat du monde. C'est un des mecs les plus durs à taper de tout le circuit. Là, franchement, il y a 4 quarts de finale. Il y a 4 bangers. En plus, il y a toujours un quart de finale où on se dit mais qu'est-ce qu'ils font les deux là? On l'a là.
On l'a là, ce quart de finale. Il est là. Il est là, ce quart de finale. On va se dire, mais que font Chris Dobie et Wessel Nijman en quart de finale? Et on va regarder le tableau, on va dire, ah bah oui, Dobie, il a tapé Michael Smith. Ah oui, bah Nijman, il a tapé Garvin Price. Ah, Gurney, il a tapé... Voilà. On va repartir du début. Luke Humphries, Mike De Decker. Waouh, 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 waouh. Il y a du niveau. Il y a du putain de niveau dans ce match. Hein. Et De Decker, attention, parce que De Decker, il va arriver... Alors là, j'ai oublié de préciser, mais c'est premier en 5-7. Donc le match sera encore plus long, donc il y aura encore plus de difficultés à gagner contre des gros. Mais là, il reste que des gros. On est en quart de finale. Luke Humphries, Mike De Decker. Mike De Decker a déjà battu Luke Humphries. Donc déjà, il n'a pas trop cette pression d'arriver et de dire c'est Luke Humphries en face. Il a déjà battu Luke Humphries et c'était en finale d'un tournoi qui se joue en format de 7. Comme les championnats du monde. C'était le World Grand Prix. Et c'était... un premier en 5, je crois. Je crois qu'en finale, c'est premier en 5 au Grand Prix, non? Premier en 6? Je sais plus. Donc, c'était un match long. C'était un match en format de 7. C'était déjà en Angleterre. C'était contre Luke Humphries. Il connaît. Il est en terrain connu. Mais en deux mots. Mais terrain connu. Et je pense que ça va être hyper compliqué pour Luke Humphries. Mais vraiment hyper compliqué. Je fais pas ça pour les caméras. Je fais pas ça parce que j'enregistre. Je fais pas ça parce que je suis en stream. Ah, il y aura le parfum de revanche. Ah, c'est trop dur. Mais vraiment, ce match, il va être hyper compliqué pour Luke Humphries. On revient dans un mois. On remet la vidéo. Enfin, dans un mois et une semaine, on remet la vidéo. Humphries, autant il met 5-0. Et je passe pour un crétin. Mais vraiment... Ou alors De Decker est pas là. De Decker, il y a moyen qu'il soit pas là. Humphries, il y a un peu moins de chance qu'il soit pas là. Mais De Decker, autant il est plus là. Ah! Allez. Tout le monde attend cette demi-finale entre Luke Humphries et Mike De Decker. Et plus le tournoi avançait, et plus je me suis rendu compte que De Decker, il était toujours là. Tout le monde attend la revanche. Tout le monde attend le Luke Humphries, Luke Littler. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il y a Mike De Decker. Il n'y a pas Luke Humphries en finale. Il n'y a pas Luke Humphries en demi non plus. Il y a Mike De Decker. Si ça arrive, Nostradamus. Si ça arrive, c'est énorme. Mais énorme. Énorme. Luke Littler, Rob Cross, revanche de la demi-finale de l'an dernier. Revanche pour Rob Cross. Et comme la revanche de Luke Humphries face à Mike De Decker, il n'y aura pas de revanche pour Rob Cross. Puisqu'en face, il a le meilleur joueur de la planète. Enfin, le meilleur joueur de la planète. Peut-être pas champion du monde. Mais meilleur joueur de la planète actuellement. Sur l'ensemble d'une année. Chris Dobie, Wessel Nijman. Chris Dobie, il a besoin de passer un cap. L'an dernier, le cap à passer, c'était de battre Rob Cross. C'était de battre un ancien champion du monde. Il était à ça de lui mettre 5-0. À ça! Cette année, ce cap, il l'aura déjà passé. Puisqu'il a sorti... Alors certes, c'est pas le meilleur Michael Smith de l'histoire. Ça reste Michael Smith. Donc le meilleur match, le match référence qu'on attend de Chris Dobie, il sera déjà passé puisqu'il aura passé Michael Smith. Suivez. Chris Dobie va nous sortir un nombre de 180 sur ce tournoi. Je pense que nous n'avons même pas idée de ce qui va se passer. Wessel Nijman, je l'ai dit, c'est le futur. Wessel Nijman, c'est le prochain.
je pense que même sur ce tournoi, on pourra dire ok, je vois du Luke Littler en Wesley Nijman. Tous ceux qui ne suivent pas les fléchettes semaine après semaine vont se rendre compte d'à quel point Wesley Nijman est exceptionnel. Exceptionnel. Pour autant, Chris Dobie, c'est son heure. C'est son format. C'est son Alexandra Palace. C'est son heure. Il est en demi-finale. Gary Anderson, Dave Chisnall, duel de vétérans. Ah, qu'est-ce qu'il est dur à jouer ce Dave Chisnall. Qu'est-ce qu'il est chiant à jouer. Gary Anderson, il aura déjà battu Ross Smith. Il aura déjà battu Michael Van Gerwen. Dave Chisnall, au final, il s'en sort bien puisqu'il n'a pas un tableau énorme. Et sur le premier couac, il y a moyen que ça passe plus pour Dave Chisnall. Et je pense qu'effectivement, il y a moyen que ça ne passe plus pour Dave Chisnall. Voilà mes demi-finales. On va dézoomer un petit peu. Voilà mes demi-finales pour ce tournoi. Mike De Decker, Luke Littler, Chris Dobie, Gary Anderson. Oui, Mike De Decker a tapé Luke Humphries dans ma simulation. Dans mon référentiel, Mike De Decker vient de manger Luke Humphries. Et nous arrivons en demi-finale. Nous sommes le jeudi 2 janvier 2025. Demi-finale des championnats du monde. Mike De Decker, Luke Littler. Tiens. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve après s'être affronté quand même quelques fois ces derniers temps. C'est un match-up que j'adore particulièrement parce que ces deux-là, ils sont capables de nous sortir le match de l'année. Et on sera que le 2 janvier. Pour autant, hop là, Luke Littler va sortir le mec qui a sorti Luke Humphries. Et ça va laisser pas mal de questionnements. Parce qu'on va dire, Luke Littler, ok, il est devenu champion du monde, ok. Il va être premier mondial à la fin de ces championnats du monde, ok. Mais il y a un truc qu'on oublie. C'est que Luke Littler, il a un traumatisme. Luke Littler, dans un grand tournoi, il a toujours du mal à battre Luke Humphries. Le problème, c'est qu'il n'y a plus Luke Humphries pour stopper Luke Littler. Donc qui va arrêter Luke Littler s'il n'y a plus Luke Humphries? Pas grand monde. Le seul moyen pour Luke Littler de taper Luke Humphries, c'est qu'il y soit plus. C'est qu'il n'y ait plus besoin de le taper. Victoire 6-3 à l'étriqué de Littler en demi. À peu près 6-2, 6-3, 6-4, je sais pas. Chris Dobie, Gary Anderson. Chris Dobie, waouh. Enfin, quand je regarde le parcours, je me demande vraiment si c'est possible. J'espère vraiment que c'est possible parce que j'adore ce mec. Maintenant, en face, si on regarde le parcours de Gary Anderson, bordel, il l'a pas eu facile. Hein. C'est peut-être le pire tableau possible pour un mec dans ce tableau des championnats du monde. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Tu joues Ross Smith, Michael Van Gerwen, Dave Chisnall, Chris Dobie. Et Luke Littler. Jusqu'au bout, Gary Anderson. Évidemment, c'est une légende. Évidemment, il va aller jusqu'au bout. Il n'y a pas moyen qu'il fasse autre chose que d'aller au bout. Je ne sais pas si on se rend compte. Gary Anderson va aller en finale des championnats du monde en 2025. Gary Anderson va aller en finale des championnats du monde en 2025. Si on le dit en 2024, en janvier 2024, je le dis, je passe pour un fou. En janvier 2025, en novembre 2024, de dire ça, ça paraît presque logique. Ça coule de source tellement il a fait une saison de fou. Mais c'est loin d'être fait. Et c'est là toute la magie des fléchettes, et c'est là que les fléchettes vont nous montrer la vérité du terrain, la vérité du match ne sera pas la même que celle sur le papier. Et heureusement, on attend des surprises. Dernier match, finale, Luke Littler, Gary Anderson. Et comme les dernières finales de Gary Anderson au championnat du monde,
Malheureusement, en face, il va avoir quelqu'un de trop fort. Et Luke Littler sera le champion du monde à la fin du tournoi. Luke Littler sera champion du monde à l'issue de ces championnats du monde. Parce que Luke Littler est beaucoup trop fort. Parce que le seul capable de battre Littler, il va tomber avant. Évidemment que j'ai envie de voir un Humphries Littler. Et je pense qu'il va avoir lieu. Je vais vous dire très sincèrement, De Decker se fera peut-être taper avant. Humphries se fera peut-être taper par quelqu'un d'autre. On sait pas. On attendra de voir le tournoi en l'état pour dire bah j'avais raison ou j'avais pas raison. Mais pour moi, Luke Littler finira ses championnats du monde, champion du monde et numéro 1 mondial à 17 ans. Et après ça, eh ben je sais pas ce qu'il va faire. Parce qu'il y a quoi de plus beau que de gagner 10 tournois sur sa première saison. Il y a la première ligue, il y a le Grand Chelem, il y a tellement de beaux tournois. Tellement. Et en plus de ça, il va commencer l'année 2025 en gagnant les championnats du monde. Il n'y a plus rien au-dessus de ça. Il n'y a plus rien. Alors oui, il peut jouer pendant 16 ans pour essayer de battre le record de Phil Taylor. Bien sûr, il peut. Mais est-ce qu'il en aura envie? En tout cas, c'est la fin de ce tableau. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. C'est pour ça que sur certains matchs, il n'y a pas vraiment... sur certains matchs, il n'y a pas d'analyse. Il y a moins d'analyse que sur certains. Il y a des matchs qui mériteraient une analyse plus poussée. Il y a des matchs où je suis passé un peu en revue alors que j'aurais aimé dire plus de choses, mais je voulais pas que ça dure 2 heures non plus. La VOD à 1h30 déjà, elle sera un peu indigeste, j'en conviens. Elle sera compliquée à regarder. Luke Littler sera champion du monde et c'est ça qu'il faut retenir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne aurore, une bonne aube, un bon crépuscule. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit pour le live ou que ce soit pour la VOD sur YouTube. Et je vous souhaite tout le meilleur. Ciao tout le monde.